Pour ceux qui ce matin étaient à l'AgriPitch sur les productions végétales, il y aura sûrement des complémentarités. En tout cas, donc cet atelier je suis moi-même du pôle de compétitivité de Végépolis et nous avons sélectionné 3 entreprises innovantes, adhérentes de notre pôle de compétitivité basé ici à Angers et qui vont vous présenter différentes innovations dans le domaine des cultures spécialisées, donc à la fois maraîchage, arboriculture, et puis aussi par rapport à des applications sur les végétaux en ville, enfin, tout ce qui va être mise en œuvre du végétal dans des contextes urbains pour des parcs ou des jardins. Donc les 3 intervenants seront les suivants. Thierry Corbière pour la société Advancy qui va nous présenter sa Bicam, qui est notamment utile pour le comptage d'insectes. On aura ensuite une intervention sur les drones de la société Pilgrim Technology avec une petite démonstration prévue également. Donc outil intéressant pour aller rechercher des informations ou intervenir dans des contextes auxquels il est difficile d'accéder sinon. Et puis la 3e intervention par Denis Quignon de la société MMI sur son jardin imaginaire qui est un véritable outil d'aide à la décision pour aider à la conception de parcs et jardins. Voilà, donc je vais tout de suite laisser la parole à Thierry Corbière donc, qui va nous présenter différentes typologies de capteurs et plus particulièrement la Bicam. Ok, merci. Bien. Hop là, parce que j'ai un problème là-dessus. Ça sera vu comme ça, j'espère. Désolé. Dupliquer. Ça marche pas non plus. Du coup, j'ai un souci. Ouais, ça a marché ce matin. Désolé. Je précise simplement que les 3 intervenants que vous allez voir sont tous aussi sur un stand qui est juste à la sortie à gauche de la salle, si vous voulez rééchanger après ces pitchs avec eux. Bon. C'est dommage. Et en montant le rideau, là, en projetant directement sur le... C'est une question. Ok, bon, tant pis. Je vais donc parler de la Bicam. La Bicam, en fait, c'est une caméra qu'on a développée sur initiative du CTIFL. Et cette initiative est venue d'une discussion qu'on a pu avoir sur des problématiques de densité d'insectes associées à des végétaux, avec des vocations finales de meilleures méthodes culturales et donc d'association d'organisation de la culture à vocation de lutte contre les parasites. Donc la Bicam, c'est d'abord un écosystème. Au départ, Advancy, c'est un bureau d'études. Advancy, donc bureau d'études dans l'électronique, donc clairement, on est très technologue. On pense, on rêve électronique. Et le monde du végétal, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on appréhende très très facilement. Donc je dirais qu'il y a eu une nécessité de rencontre, de discussion, de compréhension des 2 mondes différents et des approches éventuellement qui sont des fois un peu opposées. Malgré tout, sur cette base de discussion, on a pu identifier que effectivement, les inventaires de la biodiversité pouvaient avoir un intérêt. Et on a construit en fait une chaîne d'outils qui permettent de répondre à un certain nombre de besoins qui aujourd'hui sont orientés autour de l'insecte, mais qui s'étendent aussi sur la machine-outil, qui s'étendent autour de la pollinisation, donc l'interaction des différents constituants de la nature entre elles, avec des vocations d'amélioration des situations de production, des méthodes culturelles, encore une fois, et en particulier à la réduction des intrants. Donc,
on va s'appuyer sur de la technologie. Encore une fois, c'est notre métier, donc on maîtrise parfaitement tout ce qui est capteur. Par contre, on va donc travailler sur des sélections particulières de ces outils parce que vous avez un monde qui est un monde assez spécial. Vous n'êtes pas dans l'industrie avec des usines qui sont refermées sur lesquelles vous maîtrisez parfaitement les vitesses et les pièces, les formes. Vous êtes sur du végétal avec des variabilités qui sont extrêmement fortes, des environnements qui peuvent être sévères, vous travaillez à l'extérieur, vous êtes sensible à la lumière. Donc voilà, il y a toutes ces considérations à prendre en compte. Et malgré tout, je dirais globalement, la technologie, quelle qu'elle soit, et surtout les avancées, la modernité des différentes technologies, va permettre, de manière assez générale, de répondre à vos besoins. On va s'appuyer sur de nouveaux capteurs, des capteurs miniaturisés. On va s'appuyer aussi sur la capacité qu'offre la téléphonie mobile à fournir des technologies de batterie, de composants qui intègrent beaucoup d'intelligence. On va s'appuyer sur des moyens de communication, qui sont des moyens de communication qui sont performants, longue distance, et surtout très peu consommants, etc., etc. Et évidemment, on va essayer de tout organiser autour du smartphone, qui est en fait l'ordinateur portable que vous avez en permanence dans votre poche. Donc, la première chose, Advancy, on est spécialisé dans l'image. Donc, on met en œuvre des traitements d'images qui vont extraire de l'information et qui vont traiter ces informations pour vous fournir des services, des résultats. Donc, encore une fois, pour répondre à vos besoins d'environnement, on a développé une caméra, Bicam, qui est une caméra qui est très robuste, elle est étanche, elle est autonome, elle a de l'intelligence embarquée, elle permet de séquencer des prises de vue, des prises de vidéos, et on va s'appuyer sur cette infrastructure matérielle pour développer différents services, différents logiciels. Bon, je ne parle pas des accessoires, ce sont des outils nécessaires pour l'installation, parce que la prise de vue, c'est quelque chose qui est compliqué. Et rater une saison parce que vous avez raté la prise de vidéo, c'est un peu dommage. Premier travail pour le CTIFL, la comptabilité des insectes plein champ et l'attractivité de plantes par rapport l'attractivité des plantes par rapport à ces insectes. Donc on a développé un logiciel spécialisé donc pour le CTIFL qui permet de définir des zones d'intérêt, qui nécessitent un minimum d'instrumentation du terrain pour prendre des vidéos et qui va nous permettre d'identifier d'où viennent les insectes, où ils vont, quelle est leur quantité, quel temps ils passent sur la zone d'intérêt, la zone florale par exemple, etc. etc. Donc des informations extrêmement utiles pour vérifier en fait l'attractivité de ce bouquet de fleurs par rapport à ces insectes. On va tracer derrière, à partir de ces informations initiales, brutes et individuelles, des cartographies, des densités de présence, d'activité, qui vont nous apporter des informations sur l'activité au périmètre de ce bouquet de fleurs, d'insectes dans la journée, qui vont être influencés par des phénomènes de type météo, température, la pluie, un gros coup de vent. Voilà. Donc on aura une cartographie assez précise par rapport à notre culture de poireaux, par exemple, de la densité d'insectes disponible en fonction du patch floral que l'on aura installé. Du coup, in fine, on va pouvoir favoriser tel patch floral par rapport à tel ennemi naturel du triple du poireau, comme exemple. L'utilisation de la technologie d'image, c'est aussi la capacité à fournir d'autres informations. Ici, on est sur une problématique qui est la problématique de la pulvérisation. Donc les intrants chimiques, on pulvérise. Est-ce que le réglage est correct ou pas? C'est un peu dommage d'attendre le laboratoire pour pouvoir effectuer donc le constat. On va développer, en partant des technologies de mobilité que je vous ai mentionnées tout à l'heure, des outils qui vont permettre de mesurer l'efficacité de la pulvérisation en comptabilisant la surface effective de la feuille qui a été donc recouverte par le produit actif et qui va éventuellement, de manière assez anecdotique, vous fournir des histogrammes qui vont vous donner donc les histogrammes des tailles de gouttes, par exemple. Donc ça va vous permettre éventuellement de régler, voire de qualifier votre outil avant l'épandage. Donc ça va rejoindre éventuellement
la normalisation de ces pratiques. Ensuite, on a identifié aussi des besoins sur le piégeage de ces insectes ravageurs. L'idée étant de fournir en temps réel des comptabilités qui vont être utilisées pour deux raisons. D'abord pour prévenir l'opérateur, le technicien, que la feuille est saturée, qu'il est grand temps de la changer, mais également de fournir en temps réel des informations sur un vol d'insectes ravageurs est arrivé. Il est temps de faire des choses préventives ou curatives. On peut éventuellement aussi aider à identifier ce type d'insectes. Alors, on n'aura pas énormément de détails, par contre on peut travailler sur les tailles, sur les formes générales, éventuellement sur les couleurs, et ça va nous permettre de faire des pré-identifications, des pré-tris et des pré-alarmes auprès des agriculteurs, enfin des producteurs, pardon. L'inventaire de la diversité des insectes disponibles. Là encore une fois, on va pouvoir fournir un certain nombre de comptages. Pour tout ce qui est identification, c'est un gros travail, un gros chantier, je dirais, derrière, qui nécessite probablement de mettre en collaboration sur des gros projets des chercheurs, de manière à disposer de bibliothèques descriptives d'insectes beaucoup plus favorables au traitement automatique qu'elles ne le sont aujourd'hui. Autre sujet qui n'est pas négligeable aujourd'hui, c'est la pollinisation. Donc le manque d'insectes naturels fait qu'on a des problèmes de rendement. Faut-il ou pas fermer les vergers et quels sont les impacts sur le rendement des pommes, ou des poires, ou des cerises, peu importe. Donc on va pouvoir aussi comptabiliser la présence de ces pollinisateurs et surtout vérifier l'interaction entre les pollinisateurs et la fleur. Est-ce que la pollinisation est efficace? Quel type d'insectes faut-il favoriser vis-à-vis du fruit ou de la semence que vous recherchez à cultiver. Donc voilà, des vidéos qui vont vous permettre de tracer l'activité de l'insecte sur chaque fleur, et ce, de manière automatique. Dernier point peut-être, donc l'activité de la ruche. Donc là, on est plus sur peut-être des choses un peu plus grand public. Même si la ruche est un pilier important sur la pollinisation des cultures aujourd'hui. Donc on est capable de mesurer l'activité dans la journée de cette ruche. Éventuellement des événements assez particuliers comme l'essaimage, donc des travaux qui sont encore en exploration, mais qui sont assez prometteurs aujourd'hui. Nouvelles technologies, des longueurs d'onde particulières, de la prévention, donc du diagnostic précoce, des outils mobiles plein champ qui vont vous permettre d'aller visiter donc des productions et d'anticiper, enfin d'avoir des signatures sur les végétaux préalables à ce que pourrait voir un opérateur. Je vous laisse venir visiter le stand, on pourra discuter plus en détail sur les dispositifs, sur les logiciels, sur les capacités que ça ouvre. Également donc le site bicamadvancy.com où vous trouverez toutes les informations nécessaires. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Éventuellement, on peut prendre une question. J'en propose une. Actuellement, la BICAM, donc, elle a été lancée cette année, c'est bien ça? Ouais. Est-ce qu'on a une idée de son déploiement et donc de qui elle vise? Effectivement, on a commencé à commercialiser la BICAM en février, donc c'est la première saison où elle a été installée. On a travaillé avec des partenaires sur donc le comptage d'insectes plein champ, comme je vous l'ai montré pour le CTIFL. On a aussi des activités sur la pollinisation des vergers. Donc là, tous les traitements, je dirais, sont encore en cours. On n'a pas encore des résultats définitifs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il y a donc tout ce qui concerne la vigne, les différentes phases phénologiques de la vigne. Et c'est à peu près tout aujourd'hui. Donc il y a 150 caméras qui ont été déployées. Voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Donc nous allons passer désormais au second intervenant. Et on va aller sur le domaine des drones. On va prendre un petit peu de hauteur. Voilà, avec Ali Merji de la société donc Pilgrim Technologies.
et qui va nous présenter les différents types de drones que vous proposez et comment ceux-ci peuvent être utilisés en agriculture et notamment dans les contextes urbains. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Mirji Ali, responsable technique et télépilote au sein de la société Pilgrim Technologies. Donc, nous sommes constructeurs de drones et télépilotes. Donc, nous avons développé différentes gammes de machines, donc du multirotors à la voilure fixe. Donc ici, on peut voir 3 gammes de multirotors homologués auprès de la DGAC. Donc du plus petit modèle au plus gros. Donc leur différence en fait, c'est leur charge utile embarquée. Donc le plus petit peut embarquer environ 300 grammes, le plus gros 2 kg. Donc sur le plus petit, il y aura un plus petit capteur, sur le plus gros, on pourra mettre différents capteurs. Les drones, donc en fait, on les utilise dans l'agriculture pour du petit parcellaire, donc environ 2 hectares. À cause de leur autonomie de vol, qui sont à peu près à 15 minutes selon les conditions météo, donc fort vent, etc. Leur avantage, c'est le fait de pouvoir faire du stationnaire, c'est-à-dire d'aller prendre une information au plus près et de s'arrêter vraiment sur la zone concernée. Et sinon, nous avons nos voilures fixes, c'est des avions en fait, qui eux ont jusqu'à 2 heures d'autonomie. Donc là, c'est pour du plus grand parcellaire. Donc le désavantage des voilures fixes, c'est qu'elles ne peuvent pas faire de vol stationnaire. Donc quand on rate une information, il faut faire demi-tour pour aller récupérer la bonne information. Enfin, pour aller récupérer une information ratée. Donc il y a 2 modèles, du un peu plus petit au plus gros. Donc la différence, c'est comme pour les multirotors, c'est la charge utile embarquée, donc le capteur embarqué. Donc les capteurs. Donc, nous pouvons monter des caméras donc, HD pour faire des films classiques. La caméra IR donc, pour par exemple de la recharge de personnes. De la thermique. Micro pour mesure de bruit. Donc un exemple par exemple, les grosses industries sont obligées de mesurer une fois par an leur bruit en sortie de cheminée. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on installe un micro sous la machine. Au préalable, les mesures de bruit de la machine ont été faites pour pouvoir être en fait, soustraites au bruit de la cheminée. Du coup, on va se placer au-dessus de la cheminée pour faire la captation de bruit. Et du coup, donc, tourelle Full HD plus IR, donc ça regroupe en fait de l'infrarouge et du Full HD, donc pour ce qui est recharge de personnes, en même temps film classique. Pour l'agriculture, on utilise donc la caméra multispectrale, donc, qui nous permet de détecter différentes caractéristiques de la plante, de la moisissure à la biomasse, en passant par la chlorophylle, l'eau, température à la surface, etc. Alors, pourquoi faire en agriculture? Donc, générer des cartographies, donc NDVI et LAI, calculer des taux d'enherbage ou d'adventice, dénombrer des plantes, des animaux, mesurer des surfaces, calcul de cubature, détecter des anomalies ou des dégâts, ou accéder à des zones assez difficiles. Par exemple, pour l'agriculteur, il doit aller répandre son engrais en haut de son champ, il veut vérifier avant quel pourcentage d'engrais il doit mettre, il envoie le drone avant pour avoir les zones en fait, qui ont besoin d'avoir beaucoup plus d'engrais que certaines zones. Donc, je vais vous montrer rapidement comment évolue le drone dans l'espace. Ça, c'est un petit jouet en cage. On l'utilise lors des formations pour apprendre, en fait, pour commencer à apprendre aux personnes à piloter une machine. Il ne faut pas avoir peur, ça fait juste un peu de vent. Donc l'avantage du drone, comme je vous le disais, c'était de faire des vols stationnaires et du coup de s'arrêter un peu où on veut. Est-ce que vous pouvez le remettre sur la table ?
Donc, comment ça se passe? Donc, par exemple, la première table, c'est le champ à inspecter. Et bien en fait, en vol automatique, le drone va réaliser le parcours, simplement. Voilà. Donc, il va prendre ses séries de photos, il va se rapprocher s'il doit avoir une mesure plus précise, et ensuite, il va revenir atterrir à son point de décollage. Il restera par terre cette fois-ci. Et du coup, ensuite, l'agriculteur a juste à prendre les données enregistrées, à nous les transmettre, on fait le traitement, et ensuite, on lui renvoie une carte de ce style-là, qui lui permet en fait de connaître les besoins de ces cultures. Donc c'est des cartes de préconisation. Donc soit l'agriculteur fait appel à un agronome pour déchiffrer la carte, ou s'il en a les compétences, il le fait lui-même. Oui, je vous ai parlé de carte NDVI. Donc en fait c'est l'indice de végétation par différence normalisée. C'est un peu la biomasse. Donc voilà. Donc la présence des drones en ville, donc on en voit de plus en plus. On en voit évoluer en ville, donc pour tout ce qui est par exemple, on va dire, vous avez un bâtiment historique, il faut faire des restaurations dessus. On va envoyer un drone avant pour voir déjà dans quel état est la bâtisse, plutôt que d'envoyer un Cordis, ça évite le risque humain. Donc ça permet d'accéder en fait dans des endroits très difficiles d'accès, même en agglomération, ou des endroits assez dangereux pour l'homme, par exemple pour les nids de frelons. Donc plutôt que d'envoyer une personne directement en contact avec le nid, on va envoyer la machine pour traiter le nid. Par contre, nous sommes soumis à la législation. Donc en ville, un drone ne doit pas peser plus de 4 kg. C'est-à-dire si le capteur, donc 4 kg, c'est en prenant en compte le poids de la machine. Donc si le capteur fait déjà 1 kg, on ne pourra jamais le déployer en ville. Donc ça, c'est notre problématique pour le moment, mais la législation devrait évoluer prochainement. Mais on ne sait pas, on ne connaît pas encore le poids limite en ville. Donc voilà, donc nous sommes situés à Thouareg, près de Nantes. Donc si vous avez des questions sur des points particuliers ou pas très clairs. Sur les types de drones. Bonjour. Deux questions en fait. C'est aujourd'hui on a fait des cartes, mais je n'ai pas trop perçu quelle est l'utilisation réelle aujourd'hui qui est faite en agriculture. Et la deuxième question, c'est comment, je pense que c'est des données assez précises, c'est pas juste une caméra d'ensemble, comment vous arrivez à gérer les fluctuations de vent, la sensibilité du drone au vent qui est, je crois, enfin, j'ai des connaissances limitées, mais comment on arrive à gérer ces fluctuations de vent sur des données aussi précises? D'accord. Alors déjà, donc, pour les cartes, donc nous faisons simplement la collecte des données. Pour le traitement, en fait, on a développé des algorithmes pour faire ressortir en fait, les points d'intérêt dans les données capturées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à la caméra multispectrale qu'on arrive à récolter ces données-là. Donc, au niveau des cartes, c'est simplement des cartes de préconisation. C'est-à-dire que l'agriculteur, quand il reçoit la carte, l'agronome va lui indiquer les zones sensibles en fait, de sa culture, là où il doit mettre un peu plus d'engrais ou un peu moins. Donc, ce qui va lui permettre en fait, d'économiser du produit. Donc c'est quelque chose d'assez rentable. Donc il y a d'autres solutions proposées. Pour l'agriculteur, par exemple, il y a la solution satellite, FarmStar. Le problème du satellite, c'est qu'il n'est pas tout le temps au-dessus de nous. S'il y a une couverture nuageuse, on n'a pas accès justement, on ne peut pas réaliser la mission. C'est pour ça qu'on a développé le drone en fait. C'est vraiment pour que l'agriculteur puisse avoir des informations qu'il récupérait avant grâce à FarmStar, mais en fait maintenant il les récupère plus facilement quand il veut grâce à la machine en fait. Après pour les problèmes de vent, nos machines en fait peuvent résister à un vent de 40 km/h à peu près. Si on a plus de vent que ça, on ne vole pas.
Après, je le récupère. Donc, en phase stationnaire, donc, les drones sont équipés de GPS. Donc en fait, moi là je le pilote avec une radiocommande, mais on peut le piloter tout en automatique via un PC. C'est-à-dire le décollage, le parcours qu'il va effectuer et l'atterrissage sera automatisé. C'est-à-dire que s'il y a des rafales de vent, que la machine est arrêtée, s'inclinera et compensera le vent. Et en dessous, les capteurs sont accrochés sur un support gyrostabilisé qui, lui, garde en fait tout le temps son horizontalité. Donc en fait, c'est le drone qui prend tous les mouvements, mais les capteurs sont toujours dans la même position. Voilà. Une autre question peut-être? Éventuellement, une autre question avant de passer à l'intervention suivante. Une petite question, c'est les volumes de données produites par les caméras. Tu as mentionné en fait que le drone donc, atterrissait et alors, je ne sais pas par quel moyen on transfère l'information, donc voilà. La capacité de transfert d'information et comment on sait si le vol a été positif, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vu les données, finalement, voilà, c'est ce qui est mentionné dans une présentation ce matin. Voilà, bah, tant que, en fait, donc pour le moment, en fait, en retour sur la station du sol, on n'a pas encore les données de la machine. On a simplement donc, sa télémétrie, c'est sa position, son altitude, sa vitesse de déplacement. Mais pour ce qui est des données, on est obligé de les voir en fait, à la fin du vol. Parce que ça, on pourrait directement les télécharger via le drone en vol, via le réseau 4G, mais pour le moment, le système n'est pas encore au point. Donc on sait si le vol a été réussi une fois le drone atterri et les données transmises. Voilà, les données transmises. Donc des développements encore en perspective. Oui, voilà, il y a des petits développements encore à faire, mais ça marche plutôt bien. Eh bien, alors, une dernière question assez rapide pour passer à la dernière intervention. D'accord, alors une photo du drone, et donc j'invite Denis Quignon aussi à nous rejoindre pour la troisième présentation. Ça s'accroche bien, faut pas tomber. Et ça dans la poche. Voilà, donc on va maintenant plonger dans l'univers du jardin, de sa conception, de la façon de l'imaginer et du coup des différents services qui peuvent être proposés aussi bien au consommateur final qui va aller acheter des végétaux pour son jardin, mais qui peut aussi être utilisé notamment en jardinerie ou dans les parcs qu'il est possible de visiter. La parole est à vous. Donc je suis Denis Quignon, responsable d'une entreprise qui s'appelle MMI. Et en fait, on crée des systèmes d'aide à la décision depuis maintenant quelques années dans différents univers. La cosmétique, le jardin, les saveurs, la santé. Et en fait, l'intérêt, quand on dit créer un système d'aide à la décision, c'est tout ce qui peut rapprocher un consommateur, un utilisateur d'un produit ou d'un service. Donc à partir de là, les questions qu'on a pu se poser sur le jardin, et en particulier donc, le jardin d'agrément, pour les espaces verts ou pour les particuliers, bah, c'est un petit peu la tendance et le marché aujourd'hui. Après une forte croissance sur le jardin, on a subi des années un petit peu difficiles ces dernières années, et on peut se poser la question du paradoxe entre on n'a jamais eu autant envie de verre, et puis à côté de ça, un marché, et surtout la plante, en régression sur les quelques années passées. Alors c'est un paradoxe aussi parce que si on voit un petit peu le marché de l'Internet, aujourd'hui en France, tout le monde a acheté à peu près un objet, 60% des gens achètent sur Internet, et si on regarde le jardin, c'est uniquement 4% des gens. Donc il y a un sérieux gap à faire, à la fois sur les nouveaux consommateurs, on va dire les 20-40 ans, et puis aussi sur les pratiques du numérique et des nouvelles tendances. Le jardin imaginaire, c'est quoi? C'est une volonté
modifier l'approche de la vente et puis offrir la possibilité aux amateurs et professionnels de créer et gérer les jardins. Et puis évidemment, de s'occuper à la fois des consommateurs avertis et des novices. Notre réponse, on l'a trouvée en fait dans la création d'un système d'aide à la décision, dans le domaine à la fois de la création et de la gestion, et un outil qui repose et qui va être utilisé par des nombreux supports multimédia, que ce soit smartphone, tablette, borne en magasin, et avec un certain nombre d'outils qui vont y être associés. En fait, ce qu'on a envie de réaliser, c'est un petit peu l'image du Intel Insight. Ça veut dire que notre modèle économique, c'est de vendre en fait de la marque blanche qui va s'adapter aux différentes enseignes, besoins, que ce soit un parc, que ce soit une jardinerie, que ce soit en fait un horticulteur, et avec différents usages, comme on l'a vu tout à l'heure. Des composantes du projet. Le socle est en fait, le projet a démarré il y a à peu près 3 ans. Donc le projet est aidé par la BPI. On a obtenu le statut de jeune entreprise innovante. Et puis évidemment, on est supporté par VGPolis. Et on a obtenu à ce jour un certain nombre de prix sur ce projet. Le socle, c'est bien de créer une base de données. Alors pour la créer, en fait, on s'est associé ici avec l'ESAC, avec laquelle on a fait un certain nombre d'études sur la perception et les attentes des consommateurs, avec AgroCampus sur la définition en fait dans le jardin, par exemple, de différents styles. On a travaillé aussi avec une dizaine d'experts à construire une base de données qui est aujourd'hui, on va dire, un peu unique. Sur chaque plante, on possède une connaissance sur 800 champs. On gère de la donnée dans de la donnée, puisqu'on a dû créer en fait des dictionnaires de botanique, dictionnaires de saveurs, senteurs, couleurs, et puis évidemment aussi sur la gestion et les associations plantes maladies ravageurs. La deuxième chose, derrière cette base de données, on a créé en fait des modules de recherche qui sont à la fois des modules qu'on peut appeler naturels ou manuels. Naturel, c'est vous définissez. Vous n'avez pas de pratique sur le jardin, donc on va plutôt vous proposer des plantes qui vont qu'on va dire autonomes, qui vont se débrouiller un petit peu toutes seules. Vous aimez le rouge, vous habitez dans telle région, ça vous remonte en fait des plantes particulières. Et puis manuel, c'est par exemple, vous avez envie de construire une haie de 3 mètres de haut à feuillage persistant qui devient orange en automne. Bon, ça vous permet de créer et d'avoir en fait des résultats par rapport à ça. La suite, c'est créer la notion de configurateur. La notion de configurateur, vous connaissez, puisque vous êtes allé chez Ikea, vous êtes allé chez Leroy Merlin, et ce sont des outils qui vous permettent de créer votre salle de bain, votre cuisine, avec une gestion de plan et avec des modes d'emploi. Donc ça, en fait, on est en train de créer des différents scénarios qui permettent justement, dans des univers différents, de créer, exemple, un 50 mètres carrés de jardin avec une typologie à l'anglaise, etc. Comme le projet se compose, et comme vous le voyez, par couches, les couches associées, c'est un module de création 2D, 3D. On revient un peu sur tout à l'heure ce que je vous disais, vous vous êtes identifié, vous avez donné vos goûts, vos couleurs, vos pratiques, mais j'ai aussi pu récupérer votre adresse. Et à partir de là, grâce au géoportail et le cadastre, j'ai récupéré votre plan. Et comme on a créé derrière ces plantes en fait, des représentations 2D, 3D, vous allez, comme dans un jeu vidéo, créer votre plan de jardin. Évidemment, votre liste va être associée, si je suis dans une jardinerie, associée en fait à des végétaux, et ça vous donnera une représentation, votre shopping list, et en plus, planning et feuille de route, et la fiche de culture de chaque plante. Les modules annexes, c'est conseil, diagnostic. Diagnostic, c'est ce qu'on est en train de réaliser avec un laboratoire qui s'appelle Innofit, qui dépend de l'Université de Tours. C'est la caractérisation de tout ce qui peut arriver aux plantes en termes de maladies et ravageurs. Formation. Proposition, on travaille avec l'école du Breuil pour créer des kits de jardin. Vous voyez, tout fait. Découverte, c'est un partenariat avec l'association des parcs et jardins. Et puis, évidemment, vous pourrez mettre vos jardins sur tout ce qui peut être sites sociaux.
Et maintenant, on arrive un peu aux applications, de la plus simple à la plus complexe. Et rapidement, pour dire avec qui on a pu travailler, c'est un petit peu un remerciement avec l'ensemble des gens et des instituts qui ont contribué à cette création de projet. Alors, à quoi ça sert? On revient rapidement sur... c'est un peu une structure arborescente, comme vous voyez. Ça veut dire que de la connaissance et des experts, on a créé notre base de données, qui est en fait du big data. Au-dessus, ça nous permet de faire des choses simples, d'informer et baliser. C'est le premier chemin que je vais vous montrer. Proposer des solutions de décor et présenter son offre. C'est ce qu'on va faire avec le premier de des horticulteurs. Ensuite, conseiller, aider au diagnostic, créer et gérer. C'est ce qu'on est en train de faire aussi à travers différentes jardineries. Et valoriser la filière, ce sera la cerise sur le gâteau quand on sera à la création en fait, d'un site portail. La première des choses, en fait, on a fait notre lancement après 3 ans de R&D. Bon, on commence à sortir, comme on dit, du bois. Toute la R&D n'est pas finie, mais on commence à avoir une exploitation. Donc, on a balisé le château Valmer, qui est à côté de Tours. Par chance, c'est aussi une de nos experts dans les grands arbres, qui s'appelle Alix de Saint-Venant. Donc, on a balisé entièrement son potager, avec des choses simples que vous verrez à côté sur le stand. C'est un panneau, un QR code, qui vous emmène en fait à un descriptif de la plante. Et puis, à la fin, on va vous poser une petite question. Cette plante est-elle faite pour moi? On va vous demander vos pratiques, où est-ce que vous êtes situé, est-ce que vous connaissez un petit peu votre sol? On va vous aiguiller pour savoir si vraiment, et c'est des choses simples, vous voyez, de la base de données, on a sorti des choses simples qui vous permettent de choisir vos plantes. Et cette représentation, déjà, elle va être adaptée au niveau des jardineries, avec un premier partenaire qui est une filiale de Gamme Vert, avec évidemment le balisage des plantes, mais aussi la construction du plan de la jardinerie, et pour trouver les plantes qui conviennent. Le deuxième sujet sur lequel on travaille et qui sortira à la fin de l'année, en fait, c'est cette application adaptée aux besoins d'un horticulteur qui travaille spécifiquement pour les espaces verts et collectivités. Donc, évidemment, on gère l'ensemble de sa proposition. Aujourd'hui, 4000 vivaces qui vont pouvoir être représentés pour la collectivité sur des parterres, sur la création de ronds-points, avec aussi l'ensemble des caractères et des caractéristiques de la plante. Le niveau suivant, on gagne un petit peu en complexité, c'est tout ce qu'on est en train de réaliser pour les jardineries. Alors, le premier magasin qui sera installé, c'est un magasin à Tours qui s'appelle Baobab. Et qui se trouve à la Ville aux Dames. On est en train de travailler à la fois sur un balisage, ça va être un petit peu notre magasin témoin qui va nous amener au fur et à mesure à monter en régime jusqu'à la création du plan. Et puis on a commencé nos partenariats avec Gamme Vert à travers la filiale Neodi, je l'ai dit, et puis Jardiland, où on va essayer d'installer en fait l'ensemble d'un système au pas par pas. Ce qui nous intéresse évidemment à travers cette connaissance, c'est de travailler, on va dire, du multicontact. C'est au niveau de la jardinerie, c'est à domicile, c'est dans la mobilité, la notion de smartphone, c'est dans les parcs, et puis pour avoir aussi des widgets délocalisés. Et l'ensemble des représentations, c'est quoi? C'est dans les jardineries pouvoir avoir accès à une information, à du conseil. Et là, on intéresse à la fois les vendeurs, mais on intéresse aussi évidemment le jardinier amateur, à travers des outils qui peuvent être des tablettes, des bornes. Chez soi, évidemment, on a parlé tout à l'heure d'applications de type marque blanche. C'est sur le site d'une jardinerie, pouvoir créer son jardin et avoir directement accès à sa liste de plantes et à son planning et aux méthodes. C'est avoir accès et avoir mon jardin à disposition sur mon smartphone. C'est, comme on l'a vu dans le cas de Valmer, donner envie et faire rêver à travers les parcs et jardins botaniques, jardins privés. Et puis derrière, créer du trafic, c'est à travers les widgets qu'on pourra délocaliser sur n'importe quel site. Exemple, auféminin.com, vous avez 10 millions de contacts par mois une jardinerie pourrait mettre éventuellement un exemple de création. Excusez-moi. Un exemple de création de potager ou de petits jardins à l'anglaise et derrière créer du trafic directement pour la jardinerie.
Je finis par quelques petites idées qu'on est en train de développer. C'est évidemment tout ça va nous amener à créer des mini-applications sur les stores à charger. Aujourd'hui, si vous tapez le mot jardin sur les stores, vous allez trouver pratiquement 600 applications. Quand vous regardez, bon, c'est un peu du flou, c'est un peu de la bidulerie. Il n'y a pas forcément, on n'a pas forcément envie de le faire. Donc aujourd'hui, c'est de réattribuer tout ce qui peut être compétences et connaissances à travers ces applications. Et enfin, on est en train, on parlait tout à l'heure de site portail, on est en train de développer, de réfléchir au site portail de l'espace jardin et en partenariat avec l'ALDEF, qui est l'agence du développement ici d'Angers. Voilà, on a fini. Pour dire simplement, donc si vous on va dire, 4 points essentiels à se souvenir sur le produit, c'est utile, c'est ludique, c'est simple, c'est facile, c'est ça notre ambition, et c'est aussi, bien entendu, d'être normé et complet. Merci. Des questions? Des questions ou des interpellations, des remarques? Est-ce que ça vous surprend? Par rapport à notre base de données, vous êtes en relation avec des constructeurs de pots connectés, par exemple, qui eux ont un catalogue? En fait, j'en parle et quand j'ai dit ici, tout à la fin, et point de départ du jardin connecté, voilà, on est vraiment en cours et d'aller au-delà, puisqu'on a un projet qui doit sortir avec un partenaire sur une première partie d'un jardin connecté. Ça doit être sur les tablettes, vous voyez, au 1er janvier 2017, donc pour nous, c'est demain. C'est demain. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que je trouve que le chemin qu'on a suivi, s'intéresser bigrement à la notion de connaissance, derrière nous permet de faire beaucoup de choses. D'où le jardin connecté, évidemment, sur plusieurs aspects. Beaucoup d'aspects sont intéressants. Voilà, d'autres questions de curiosité? Est-ce que vous vous intéressez à la technologie des LED, lumière LiFi, par exemple? Dans le cadre du jardin connecté, oui, puisqu'en fait, une des applications, évidemment, c'est de travailler sur les serres connectées. Donc là, je ne peux pas en dévoiler trop. Peut-être qu'on peut juste indiquer ce que c'est que le LiFi? Le Wi-Fi? Ah, je laisse monsieur en parler à ce moment-là, puisqu'il a l'air plus compétent que moi. Ma question, c'était sur le LiFi, en fait. Oui? Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Dans le cadre, en fait, puisque dans le cadre du... Mais c'est à vous de répondre à la question, qu'est-ce que c'est que le LiFi? Le LiFi, c'est le transfert d'informations numériques à travers la lumière classique, de manière complètement transparente pour soit le promeneur ou le jardinier qui est dans le Comme ça peut se développer aujourd'hui sous le lampadaire ou effectivement dans les serres connectées, dans les serres maraîchage. Voilà, avec des LED qui se développent avec cette technologie pour cette transmission d'informations. Voilà. Écoutez, je vous Merci. propose d'en rester là. Ça va transformer un peu quand même le métier de conseiller, de ceux qui conseillent en jardin. Ça va vraiment parce que je travaille en jardinerie et justement je trouve que cette application-là n'est pas forcément pour les jardiniers, parce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées justement pour conseiller les gens. Alors ça, c'est un faux problème. Et je vais y répondre vraiment parce que c'est une bonne question. On peut se dire, on va tuer les vendeurs. Ce n'est pas vrai. Au contraire, ça les aide. J'ai travaillé, comme je vous disais, dans différents domaines, dans des systèmes d'aide à la décision, en matière de cosmétiques, en matière de goût, donc sur le vin, vous voyez, en matière de jardin, et par exemple sur le jardin, sur une toute autre application beaucoup plus spécifique qui sont les soins au jardin. Des thématiques planter, nourrir, soigner, défendre, éliminer, désherber. Donc sur les soins, c'est totalement d'actualité, puisque en fait, on est régi par les nouvelles lois, loi Labbé qui se poursuit avec des interdictions, Ecophyto 2, etc. Donc dans ce cadre-là, en fait, on a créé un programme qui permet d'identifier maladies ravageurs sur une plante et de créer donc un vrai diagnostic.
Eh ben, c'est pas dur. On utilise ça aujourd'hui et on a une expérience, Truffaut, Castorama, etc. 50% des utilisateurs, c'est les vendeurs. Pourquoi? Parce que, et pour une raison, vous allez être en jardinerie, il faut savoir que déjà, en fait, le turnover dans les magasins, c'est énorme. On n'a pas fini de former quelqu'un qu'il est déjà parti à d'autres fonctions, dans une autre maison, etc. Donc, de toute façon, avoir le savoir sur place, c'est important. On fait de l'auto-formation permanente. Et puis, c'est vrai que de plus en plus, en fait, on a affaire à des produits qu'on va appeler complexes, où il y a aussi un taux de renouvellement de produits finaux et d'assortiment important. Et ces outils, ça permet aussi de savoir ça. Quant à la connaissance elle-même et conseils sur les plantes, bon, vous êtes extraordinaire, peut-être, mais bon, il faut savoir qu'en pratique, dans les jardineries, en fait, les vendeurs se sauvent parce qu'ils n'ont pas forcément la réponse. Donc, avoir une information et travailler en contact permanent, on a l'impression d'aider le vendeur et de le rendre plus expert. Voilà. Et de toute façon, comme je vous dis, on a l'expérience de ça et les gens s'en servent beaucoup. C'est bon? Merci. On va conclure donc sur cette notion de complémentarité des nouvelles technologies plus que de concurrence. Oui. Donc je vous invite tous à finir ou à déjeuner, finir de déjeuner et à vous rendre dans l'amphithéâtre principal pour la table.